Ok, nous pouvons recommencer. J'ai le plaisir de vous présenter Teresa Guasti, grande spécialiste de l'acquisition du langage. Teresa a étudié à Milan, puis à Genève, puis à Paris aussi, puis à MIT. Elle a découvert beaucoup de choses sur la morphosyntaxe des langues naturelles et aussi sur les interfaces entre la syntaxe et le sens, et la syntaxe et la phonologie. Son texte Language Acquisition, en effet, publié par MIT Press, est un peu le texte fondamental de référence pour l'acquisition du langage. Récemment, Teresa a eu un grand financement ERC, donc de la European Research Council. Peut-être elle va nous parler des recherches en cours, peut-être elle va nous parler d'autres choses. En tout cas, ça sera très intéressant. Merci d'être ici avec nous. Alors, j'aimerais remercier le professeur Rizzi pour m'avoir invité au Collège de France à donner ce séminaire et à partager avec vous quelques-unes de mes idées. Alors, commençons avec le titre. Donc, une partie du titre, Verba volant, bon, c'est mieux si j'utilise ça, peut-être. Verba volant, je crois, fait allusion à un concept intuitif. Les mots qu'on prononce s'évanouissent. Toutefois, si on veut comprendre ce qui est dit, il faut les attraper. C'est sur ce concept, attraper les mots, qui porte ma présentation. L'idée est que le langage est structuré de façon à nous permettre de savoir ce qui arrivera avant qu'il arrive et de nous permettre à être prêts à attraper les mots. Et cela de la jeune enfance. Les enfants très petites, on verra une expérience, anticipent ce qui va arriver, c'est-à-dire ils savent avant qu'il arrive le mot qui va arriver. Et c'est pour cette raison qu'on peut attraper les mots au moment donné et on est préparé pour cela. Alors maintenant, je vais vous raconter comment on peut démontrer cette idée et quelles sont les implications pour l'étude du langage. Alors, dans la grammaire générative, comme vous l'avez vu auparavant, on représente de manière spatiale la structure du langage. Et vous le voyez ici, mais vous avez déjà vu plusieurs arbres. Toutefois, le langage se déroule dans le temps et dans cette représentation, la seule dimension temporelle qu'on a, c'est l'ordre des mots. Toutefois, comme le langage se développe dans le temps, la structure temporelle du langage est quelque chose de plus complexe de l'ordre. On a le regroupement, les pauses, les voyelles, brèves, longues, les accents. À quoi sert la structure temporelle du langage ? Elle sert à anticiper ou prévoir et donc à se préparer à agir ou à attraper les mots comme on le disait avant. Et on voit ça dans ces deux exemples. Ici, la marche. Quand on marche, on ne regarde pas ses pieds, mais on regarde un peu plus avant, c'est-à-dire où on va mettre les pieds. Quand on lit une partition au piano, la main joue une note et nos yeux regardent les notes suivantes qu'on va jouer. Donc, pour pouvoir avoir un comportement fluent, pour jouer de façon fluente et marcher de façon fluente, on doit anticiper. C'est-à-dire, on a un comportement de désynchronisation. Ce qu'on fait est différent de ce qu'on voit. Alors, ces deux exemples parmi d'autres du comportement humain, comme le langage aussi, qui ont lieu en modalité anticipatoire.
gérer le temps est fondamental pour un comportement efficace pour comprendre le langage. Donc, l'hypothèse qu'on va essayer de démontrer, c'est que dans le langage, on anticipe. Et ça, c'est nécessaire pour attraper les mots, pour comprendre. Mais comment est-il possible d'anticiper? De quoi a-t-on besoin? Alors, pour cela, on doit supposer qu'on utilise une structure abstraite, une représentation de ce qui va arriver, des événements dans le temps. Et cette représentation abstraite, dans la compréhension du langage, est remplie par les mots qu'on va entendre, et dans la production est remplie par les mots qu'on utilise. Alors, normalement, cette structure abstraite temporelle, on l'appelle rythme. Alors maintenant, on va voir qu'est-ce que c'est le rythme et pourquoi il est important pour anticiper. Par la suite, on verra d'autres facteurs qui déterminent le rythme du langage. Alors ça, c'est un exemple de la musique. Alors maintenant, je vais vous faire écouter une métronome. Alors, ce que vous avez entendu, c'est un métronome, un tactus, et ce qui caractérise ce que vous avez entendu, c'est que les sons se répètent. On peut avoir des séquences plus complexes que vous voyez ici sur la partition, mais il s'agit toujours des séquences qui se répètent et il n'y a pas de structure temporelle. C'est-à-dire, le métronome ne contient pas des structures qui ont un début et une fin. Écoutez maintenant le rythme. Alors ici, vous avez écouté des structures temporelles, c'est-à-dire des regroupements, des pauses, des durées. Dans le cas de métronome, on a seulement l'ordre. Dans le cas de rythme, on a des structures. Alors, pour avoir un rythme, on a besoin de deux choses. Une pulsation de base, le métronome, le tactus, qui est une condition nécessaire, mais pas suffisante pour avoir le rythme. Avec la pulsation de base, vous ne savez pas où vous êtes dans le temps. Pour avoir un rythme, on a besoin d'une organisation temporelle ou de gestalt temporelle. Et cela vous permet de savoir où vous êtes dans le temps. Donc, par conséquent, on a deux comportements qui sont en jeu dans un comportement rythmique. Le premier comportement, c'est la synchronisation. La synchronisation qui est permise par la pulsation de base au métronome. Le deuxième comportement, c'est l'anticipation qui est permise par l'organisation temporelle. En quoi diffèrent synchronisation et anticipation? La synchronisation permet de répéter la même action. L'anticipation permet de se préparer à agir à un moment donné. C'est seulement quand on a un rythme qu'on peut anticiper. Quand on a une régularité, on peut anticiper. Alors, maintenant, revenons à notre hypothèse. Comment peut-on démontrer que dans le langage, on anticipe? Alors, la démarche qu'on fera sera la suivante. D'abord, on va voir comment on peut mesurer l'anticipation dans une tâche non linguistique. Deuxièmement, on va voir dans une condition qui est la dyslexie, c'est-à-dire une condition où les gens ont des troubles
ont des problèmes à apprendre à lire de façon fluente et précise, on verra dans cette condition que l'anticipation ne fonctionne pas très bien. Ensuite, on montrera que les personnes avec dyslexie ont des problèmes d'anticipation au niveau du langage, donc avec du matériel linguistique. Si le temps le permet, je vous montrerai la même chose chez les enfants avec des troubles du langage. Je montrerai que l'anticipation est une préalable à la lecture et qui est là dès la jeune enfance. Enfin, je vous montrerai que les traits linguistiques qui sont en jeu dans l'anticipation peuvent être modulés et ce sera le cas des bilingues. Alors, commençons par le premier point, mesurer l'anticipation. Alors, pour faire cela, on a utilisé un paradigme expérimental qui a eu la fonction de créer une situation minimale où il y avait une structure. Cela était constitué par un métronome, une pulsation de base qui sert à se synchroniser, plus un indice qui nous disait quand il faut agir. Et cet indice était donné par une gravure rythmique composée par un son d'avertissement warning et un son d'action impérative. Alors, je vous montre une figure qui explique cela. Alors, ça, c'est le paradigme. On avait une phase de familiarisation et une phase expérimentale appelée warning imperative. Dans la phase de familiarisation, les gens entendaient un métronome, comme celui que vous avez entendu auparavant. Dans la phase expérimentale, ils entendaient le même métronome, mais là, il y avait un indice de structure qui était donné par les sons que vous voyez ici en rouge. Et ces deux sons étaient différents des autres. On donnait au sujet l'instruction de rien faire au premier son rouge, mais de se préparer parce qu'il devait taper en synchronie avec le deuxième son. Donc, le premier son, c'est un son d'avertissement. Vous devez vous préparer, et c'est ce que l'anticipation fait. Et le deuxième son, c'était un son où il devait agir. Alors, maintenant, on a un autre paradigme et il faut l'appliquer et voir qu'on peut anticiper, mais dans certaines conditions, l'anticipation ne fonctionne pas très bien. Donc, la condition qu'on a choisie, ou qui nous est arrivé de choisir, c'est la condition de la dyslexie. Les sujets avec dyslexie ont de la peine à apprendre à lire de façon fluente et sans erreur. Donc, on a fait une expérience avec sujets dyslexiques, adultes et enfants, et sujets de contrôle, adultes et enfants. Et c'est un travail fait avec plusieurs gens chez un institut clinique à Milan. Et vous voyez ici les auteurs, Pagliarini, Scocchia, Granocchi, Sarti, Stucchi et moi-même. Alors, les stimuli utilisés sont le métronome que vous avez entendu avant. Dans la phase de familiarisation, ils entendent simplement le métronome. Dans la phase expérimentale, il y a la structure. Cette condition était comparée à une autre condition, un métronome irrégulier, où la durée entre les deux sons était irrégulière, et donc on ne pouvait pas anticiper. Ce qu'on a mesuré, c'est l'erreur d'anticipation, donc le son warning et le son impératif. Alors, ils doivent taper en synchronie avec le son impératif. Parfois, ils pouvaient taper un peu avant, ce qui est tout à fait attendu dans ce type de tâche, parce que quand on est en modalité anticipatoire, on tend à le faire un peu avant, à taper un peu avant.
Et l'erreur, par contre, était négative si on tape après le son impératif. Et là, voilà les résultats des adultes avec 123 sujets et avec dyslexie, 16 sujets. Alors, comment il faut lire ici? Donc, sur l'axe vertical, on a quand il tape, le temps quand il tape. Et sur l'axe horizontal, on a les répétitions. C'est-à-dire qu'ils avaient une dizaine d'occasions où ils pouvaient montrer leur comportement anticipatoire. La ligne ici, 0, c'est quand il n'y a pas d'erreur. Donc, souvenez-vous, s'il tape un peu avant, il y a une erreur négative. S'il tape après, positive. Et le bleu ici, c'est les adultes sans dyslexie. Alors, vous pouvez très bien voir que ou bien ils tapent exactement à 0, c'est-à-dire ils sont en parfaite synchronie, ou un peu avant. Les sujets adultes avec dyslexie, par contre, ils tapent après. Donc, ils ont un retard de 50-100 millisecondes. Dans la condition contrôle, alors là, il y a une différence significative entre les deux groupes. Dans la condition contrôle où on ne peut pas anticiper, il n'y a pas de différence entre les deux groupes et vous voyez ici qu'il y a un comportement très bizarre. Alors, on a utilisé la condition contrôle, métronome irrégulier, parce que parfois on dit que les dyslexiques sont lents. Alors, ils ne sont pas lents, parce que leur réponse dans le cas d'anticipation n'est pas un temps de réponse, un temps de réaction. Le temps de réaction est 200 millisecondes. Ici, il répond entre 50 et 100 millisecondes. Cela veut dire qu'ils sont en train d'avoir un comportement anticipatoire, ils essayent, mais ils n'arrivent pas très bien comme les autres. Et ça est très bien montré ici, où il n'y a pas de différence entre les deux groupes parce que l'anticipation n'est pas un jeu. Les enfants avec et sans dyslexique se comportent de la même manière. Donc là aussi, on a l'erreur. Ici, c'est les enfants 29 sans dyslexie et ici, les enfants avec dyslexie. Et vous voyez, ils se comportent comme les adultes. Les enfants sans dyslexie tapent un peu avant et les enfants avec dyslexie tapent après. Mais de nouveau, quand on ne peut pas anticiper, les deux groupes ne diffèrent pas. Donc, adultes et enfants avec dyslexie ne sont pas très performants dans l'anticipation temporelle. Dans l'étude qu'on a menée, je ne vous ai pas montré, mais on trouve aussi que l'erreur d'anticipation est corrélée avec la vélocité et la précision dans la lecture. Donc, la caractéristique des dyslexiques, le problème de lecture. Les personnes avec dyslexie peuvent extraire une régularité parce qu'ils ne répondent pas avec un temps de réaction. Mais ils sont en retard et leur anticipation est inefficace. Ils sont moins bons à attraper les mots, donc dans la métaphore qu'on a utilisée au début. Alors, le comportement humain, la motricité, le langage, la lecture requiert que les personnes adoptent une modalité anticipatoire. On doit savoir pour se préparer à ce qui arrive avant qu'il arrive, car les mots s'évanouissent. Alors maintenant, on va voir que les personnes avec dyslexie ont des problèmes d'anticipation au niveau du langage. Alors, où en sommes-nous? Qu'est-ce que détermine le rythme du langage? Alors, la séquence des sons
et des signes dans les langues signées est gouverné par la phonologie, la syntaxe, la morphosyntaxe et la sémantique. Donc il y a plusieurs dimensions qui permettent l'anticipation. Nous, on va se concentrer sur la dimension morphosyntaxique, mais il y a de plus. Alors maintenant, je vais vous montrer une série d'expériences, quelques-unes qui ont été faites dans mon labo, d'autres dans d'autres labos, qui portent sur cet argument que les personnes avec dyslexie sont en retard dans l'anticipation morphosyntaxique. La première expérience est une expérience qui a été faite par Oetting et Brouwer en 2015 avec les adultes dyslexiques en hollandais. Alors, une chose, j'ai traduit tous les exemples et les stimuli qui ont été utilisés en français, même si l'expérience dans ce cas-là a été conduite en hollandais, mais comme ça, s'il était en français, c'est plus clair pour vous de processer les faits. Alors, qu'est-ce qu'il faisait? Il présentait au sujet 4 figures sur un écran et en même temps, les sujets entendaient une phrase comme « Regarde la banane ». Et on mesurait le mouvement des yeux, c'est-à-dire la proportion de fixation sur la cible. Alors là, vous pouvez remarquer que lorsque vous entendez « là »,« regarde là », c'est la banane que vous devez regarder, parce que le sandwich, le chou, le citron. Donc, l'article contient des informations morphosyntaxiques de genre pour pouvoir savoir quel est le prochain mot. Il n'est pas nécessaire de l'entendre pour savoir qu'est-ce qui arrivera. Et ici, on a les résultats de ce travail. Alors, sur l'axe vertical, on a la proportion de fixation. Et sur l'axe horizontal, on a le temps. Ici, c'est le point où le sujet entend le nom. En rouge, c'est les sujets sans dyslexie, et en noir, c'est les sujets avec dyslexie. Alors, on peut voir que dès le début, les sujets sans dyslexie regardent plus la cible que les compétiteurs. Cela arrive aussi pour les sujets avec dyslexie, c'est-à-dire ils regardent la cible avant, mais un peu plus tard. Donc, on voit de nouveau ici que les sujets avec dyslexie sont en retard. Ils ont un comportement anticipatoire, mais moins efficace. On a fait une expérience similaire à Milan chez les enfants dyslexiques en utilisant le pronom critique. Alors, on utilisait des phrases comme la suivante, Pinky, qui est un caractère d'imagination, la touche, la feuille. Alors, l'expérience a été faite un peu différemment de la précédente. Donc, les enfants étaient assis devant un ordinateur où il y avait 2 images au lieu de 4. On avait un champignon et une feuille. Et l'instruction, donc les enfants entendaient la phrase et dès qu'ils pouvaient, ils devaient taper sur le bouton correspondant au champignon ou à la feuille. Alors, donc, Pinky, la feuille, Pinky, le champignon. Donc, il s'agit d'un comportement de nouveau anticipatoire comme celui auparavant. On avait 2 conditions, une condition similaire à celle qu'on a vue auparavant, c'est-à-dire où il y avait le genre grammatical qui est un genre arbitraire. Donc, la banane pourrait aussi bien être le banane.
Donc il n'y a rien qui nous force à dire que ça doit être féminin. Et on avait le genre biologique. Pinky, là, touche la reine. La reine est féminin, mais c'est aussi biologiquement féminin. Alors, voyons les résultats. Alors, ici, on a le temps de réponse sur l'axe vertical. On avait deux conditions qui étaient genre grammatical, quelque peu différents, mais ce n'est pas important ici. Et la troisième, c'est la condition genre biologique. Ici, on a le début du nom. Quand les enfants entendent le nom, Pinky, là, touche la feuille, et c'est ici. Alors, vous pouvez voir que les enfants sans dyslexie, les enfants contrôle, tapent avant qu'ils entendent le nom. Par contre, les enfants avec dyslexie, ici, ils tapent quand ils commencent à entendre le nom. Ici, ils tapent un peu avant. Et c'est seulement dans le cas de genre biologique où ils ont un comportement anticipatoire qui n'est pas différent de celui des sujets contrôle. Donc, ils peuvent anticiper sur la base de certaines informations, mais pas sur la base d'informations purement morphosyntaxiques. Alors, je crois que j'ai aussi le temps de vous montrer les enfants avec troubles du langage. Alors, on a fait une expérience quelque peu similaire avec les enfants avec troubles du langage et on a démontré de nouveau qu'ils sont en retard dans l'anticipation morphosyntaxique. Au fait, cette expérience est encore en train de se dérouler, donc les résultats que je vous présente sont préliminaires. Ici, on a plusieurs auteurs, Beccaluva, Stanford, Bosch, moi-même et Arosio. On a une condition, le genre que vous avez vu, et une condition nombre que je vous explique maintenant. Alors là, on a regarde la grande banane et le nombre nous dit que là, c'est cet objet-là et pas les bananes. Alors, il faut remarquer que grande n'est pas un indice qui peut désambiguer en italien parce que c'est le même mot pour le masculin ou féminin. Alors, cette expérience, on l'a faite avec la mesure des mouvements des yeux, donc la fixation, et on avait trois conditions. La bateau, donc ce n'est pas une erreur de français, mais c'est pour vous indiquer que bateau, c'est féminin en italien. Alors, on avait deux images, la bateau et le lit, donc on peut anticiper sur la base du genre. La feuille et les gâteaux, là, les deux noms sont féminins, mais le nombre est différent, singulier, pluriel. Et puis, on avait une condition où on ne peut pas anticiper, car la roue et la chaise ont le même genre. Et ici, les résultats préliminaires de 60 enfants de 7 ans à développement typique, donc les contrôles. Et donc, en vert, c'est le genre, non, c'est le nombre, et en rouge, c'est le genre. En bleu, la condition contrôle. Ici, commence l'article et ce que vous voyez, c'est que dès le début de l'article, il regarde plus la cible que dans la condition contrôle, où on ne peut pas anticiper. Alors, dans la condition où on ne peut pas anticiper, on anticipe, bien, on n'anticipe pas, on regarde l'objet cible quand on entend le nom. Les enfants avec troubles du langage, 15 enfants, n'anticipent pas. Dans cette expérience, on avait aussi une condition d'anticipation basée sur la connaissance du monde. Pinky
mange rapidement le gâteau. On ne peut pas manger la chaise. Comparé en condition, donc là on peut anticiper sur la base de l'information mange qu'on ne peut pas manger la chaise. Et on avait une condition contrôle, Pinky boit rapidement le jus. Là le compétiteur, c'est quelque chose qu'on peut boire, le café. Donc on ne peut pas anticiper. Alors, ici, on a les sujets à développement typique. À partir du verbe, ils peuvent anticiper avant que le nom arrive, donc la différence entre le rouge et le vert. Aussi, les enfants avec développement typique, vous voyez ici, ils peuvent anticiper. Ce n'est pas de l'information morphosyntaxique, c'est de la connaissance du monde. On ne mange pas les chaises. Alors, conclusion, les enfants dyslexiques avec troubles du langage sont en retard dans l'anticipation du genre grammatical par rapport aux enfants avec développement typique. Exception, le genre biologique et la connaissance du monde. De nouveau, je ne vous ai pas montré dans le cas des sujets dyslexiques, mais on a aussi remarqué que la vélocité et la précision de lecture étaient corrélées aux capacités d'anticipation dans la tâche linguistique. Donc, on a trouvé deux conditions où il y a des difficultés dans l'anticipation. Maintenant, on va voir que l'anticipation est un préalable à la lecture et probablement à l'acquisition du langage. Alors, dans un article Oetting et Pickering en 2019, on fait l'hypothèse que la lecture favorise l'anticipation, dans le sens que la lecture entraîne l'anticipation. Cela peut bien être, parce que dans la lecture, on doit anticiper, mais cela ne veut pas dire que c'est la lecture qui nous donne le comportement anticipatoire. Le comportement anticipatoire est là avant qu'on apprenne la lecture, et c'est ce qui favorise la lecture. Si on ne peut pas anticiper, on a des difficultés à apprendre à lire. Alors, dans une thèse et article publié récent, une étudiante de doctorat qui vient de finir a appliqué le paradigme qu'on vient de voir aux enfants italiens de 12 et 20 mois, et elle a montré que le genre grammatical est utilisé par les enfants de 12 et 20 mois pour anticiper. Son nom est Giulia Mornati, qui a terminé au mois de mai. Donc, elle a testé 17 enfants de 12 mois et 15 de 20 mois avec, en utilisant la mesure de mouvement oculaire. Donc, elle a utilisé des images plus enfantines dans une condition même genre, la balle et la tasse. Dans l'autre condition, genre différent, le train et la balle. Donc, on s'attend que dans cette condition, les enfants peuvent anticiper, lorsque dans cette condition, ils ne peuvent pas. Et ici, on a les résultats, la proportion de fixation sur la cible des enfants de 20 mois. Ici, on a l'article et ici, on a le nom. Vous voyez que pratiquement dès qu'ils entendent l'article, le rouge, qui est la condition genre différent, monte. On a plus de fixation sur la cible que la condition contrôle. Donc, ils anticipent à l'âge de 20 et aussi de 12 mois. Les 12 mois sont un peu moins performants, mais ils peuvent déjà anticiper à 12 mois. Donc, les bébés sont en mesure d'anticiper et ils n'ont pas encore appris à lire. Donc, la lecture, certainement, favorise l'anticipation, mais l'anticipation doit être là et un préalable
pour l'acquisition du langage et la lecture. Où en sommes-nous? Donc, maintenant, on va voir que les traits linguistiques peuvent moduler le comportement anticipatoire dans le langage, et on le fera en regardant le comportement anticipatoire des bilingues. Alors, celui-là est une étude qui a été menée à l'intérieur d'un projet européen qui va s'achever cette année, Multimind. Et ce qu'on a fait, c'est de voir comment l'anticipation fonctionne chez les bilingues mandarin-italien. Et là, c'est les auteurs de ce travail. Alors, désormais, vous êtes familier avec le paradigme. On a testé le genre et le nombre en italien. Donc, on a testé les sujets mandarin-italien en italien seulement. Genre grammatical, la banane et le sandwich. Regarde la grande banane. Alors, il faut savoir qu'en mandarin, il n'y a pas de genre et il n'y a pas d'article. Donc, comme on sait que dans les bilingues, parfois il y a un transfert de propriété d'une langue à l'autre, on s'attend ici que les bilingues mandarin-italiens ne soient pas très sensibles au genre qui n'existe pas en mandarin. Le nombre, je vous l'ai montré avant, la banane, les bananes, regarde la grande banane, et donc on devrait regarder cet objet. Le nombre comme concept existe en mandarin, mais il n'est pas représenté comme en italien. Toutefois, le fait qu'il existe nous porte à penser que le sujet bilingue pourrait être plus performant avec le nombre qu'avec le genre. Alors, c'est l'expérience que vous avez vue avant. La bateau, le lit, on peut anticiper sur la base du genre. La feuille, les gâteaux, on peut anticiper sur la base du nombre. La roue, la chaise, on ne peut pas anticiper. Et ce qu'on a trouvé, c'est que les bilingues mandarin-italiennes anticipent sur la base du nombre qui est présent dans les deux langues, mais pas sur la base de genre ou beaucoup moins bien. Et les résultats sont ici. Alors ça, c'est les enfants monolingues, proportion de fixation sur la cible, le temps. Ici, c'est l'espace, donc le temps de l'article. Et vous voyez que condition contrôle en bleu, condition genre rouge et nombre vert. Alors, vous voyez que ici, on ne peut pas anticiper. Ici, on anticipe. Donc, il n'y a plus de fixation sur la cible dans les conditions où on peut anticiper. Enfants bilingues mandarin-italien, condition contrôle, nombre, vous voyez qu'ils anticipent moins bien dans le cas du genre. Alors, ce qu'on a vu, donc, c'est que les enfants monolingues anticipent sur la base du genre et du nombre, et par contre, les bilingues anticipent mieux sur la base du nombre qui existe dans les deux langues que sur la base du genre. Je ne vous ai pas montré, mais il y a aussi un autre résultat qu'on a trouvé dans cette étude, c'est-à-dire que l'anticipation du genre était liée à la connaissance du vocabulaire. Les enfants qui avaient un vocabulaire en italien plus large étaient aussi mieux à anticiper sur le genre. On est presque à la fin, donc je vous ai dit au début, le langage est structuré de façon à favoriser l'anticipation. Alors, je vous montre encore un petit donné qui est très intéressant. C'est-à-dire, je vous montre qu'il y a des marques d'anticipation dans les langues. On a déjà vu
des marques d'anticipation de type morphosyntaxique. Là, il s'agit des marques d'anticipation phonologique. Alors, ça, c'est des phrases en mandarin, même s'ils sont traduites en français. Et disons, en français et en mandarin, il n'y a pas de différence par rapport à ces phrases. Cette phrase est une phrase déclarative. Les enfants mangent souvent des pommes, où il y a l'ordre sujet, verbe, objet. Donc, c'est la même chose qu'en français. En mandarin, la phrase ici est une phrase interrogative. Les enfants mangent souvent quoi? Cette phrase est possible en français, mais en mandarin, c'est la seule possibilité. En français, on peut aussi dire « que mangent souvent les enfants ?» ou le mot interrogatif, ou dit aussi mot WH dans la terminologie de la grammaire générative, se trouve au début de la phrase. Plusieurs langues, l'italienne, l'anglais, ont le mot interrogatif au début de la phrase. D'autres langues, comme le mandarin, le japonais, ont le mot interrogatif à la fin de la phrase. Alors, faut-il penser que les sujets mandarins attendent la fin de la phrase pour savoir que ce qu'ils ont entendu était une question au lieu d'être une information qu'ils recevaient de la part de l'autre locuteur? Pas du tout. En effet, dans une étude de Gria et collaborateurs en 2020, ils ont montré qu'en mandarin, les questions et les déclaratifs sont différents dès le début. Alors, ils ont enregistré plusieurs exemplaires de phrases de structure « Marie, hier, a apporté quoi à Paul ?» qui est une interrogative. « Marie, hier, a apporté une pomme à Paul » qui est une déclarative. Ici, c'est les voyelles S1, S2, etc. Et puis, on a l'objet qui est ou bien l'objet interrogatif ou bien la pomme. Et en faisant ce mesurement, ils ont trouvé que les questions par rapport aux déclaratifs sont marquées. Les syllabes qui précèdent l'objet sont plus longues, la fréquence fondamentale est plus haute, il y a une gamme plus petite de fréquences fondamentales et une gamme d'intensité plus haute dans les questions. Donc, dès le début, on peut savoir s'il s'agit d'une phrase interrogative ou d'une phrase déclarative. Par la suite, ils se sont demandé si les sujets utilisent ces marques pour distinguer les deux types de phrases. Et en effet, avec une tâche de complétement d'un fragment de phrase, ils ont pu montrer qu'après avoir entendu deux syllabes, c'est-à-dire seulement le sujet « Marie », qui était formé par deux syllabes, les participants sont en mesure de distinguer les deux types de phrases. Donc, ils n'attendent pas la fin, ils savent déjà qu'il y a un mot WH qui va arriver, avant qu'ils l'entendent. Donc, ils sont préparés pour entendre un mot WH. Donc, conclusion. Alors, on a vu dès le début que le langage se déroule dans le temps. Et donc, les verbes, les mots s'évanouissent, verba volant. Mais on les attrape très bien. On est préparé à entendre les mots qui arrivent, parce qu'on a une structure abstraite de ce que va arriver. C'est-à-dire, on anticipe. L'anticipation est une préalable pour l'acquisition du langage et de la lecture, et on a vu que les enfants, à partir de 12 mois, peut-être avant, sont en mesure d'anticiper sur la base d'informations morphosyntaxiques. On a vu dans le dernier cas, mais aussi dans tous les cas des critiques et des articles, que le langage est structuré de façon à favoriser l'anticipation. Pour anticiper, on a besoin d'établir quand il faut agir. Et comment peut-on établir cela? Avec des marques phonologiques,
de morphosyntaxe, de syntaxe, sémantique, mais aussi de gestes. Non pas de signes, de gestes qui accompagnent le langage. Donc tout ça pour dire que notre représentation, la représentation qu'on donne en grammaire générative du langage est une représentation spatiale qui doit intégrer aussi la dimension temporelle dans la représentation des arbres qu'on a vus. Et je pense que la recherche future doit se concentrer sur cet aspect qui est très fondamental pour l'acquisition du langage. Et avec ça, je vous remercie et je veux, en anglais, parce que je n'ai pas trouvé le français, et donc je suis disposée pour des questions. Merci.